Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bonjour et bienvenue dans le podcast Objectif Durable, produit par Capgemini, le podcast qui tend le micro à celles et ceux qui portent la voix du changement dans leur entreprise en direct du studio du 147. Pour ce dernier épisode de 2024, nous allons voir comment la prise en compte du Scope 3 peut permettre la décarbonation des entreprises. Le Scope 3, vous le savez, c'est la mesure des émissions de gaz à effet de serre indirectes d'une entreprise, c'est-à-dire celle de l'ensemble de la chaîne de valeur. Et c'est crucial, il représenterait 70% de l'empreinte carbone. C'est pourquoi sa mesure est indispensable à tout projet de carbonation. Alors si la plupart des grandes entreprises ont pris des engagements de neutralité carbone, rien ne garantit qu'elles aient un plan sérieux pour y parvenir, sauf lorsqu'elles rassemblent toutes les parties prenantes sous une même bannière pour discuter, partager et finalement avancer. On appelle cela des coalitions ou des consortiums et elles pourraient s'imposer demain comme le nouveau modèle pour décarboner l'ensemble de la chaîne de valeur. Nous allons aujourd'hui parler d'un exemple concret. Objectif Durable, une émission présentée par Valère Coréard. En studio, Gilles Petitet, tu es directeur technique du projet Telly. Telly, c'est train léger innovant pour les petites lignes. Bonjour. Bonjour. Et à tes côtés, Axel de Galambert, tu es directeur commercial, transport chez Texelis. Bonjour. Bonjour à vous deux. Donc vous travaillez tous les deux sur ce consortium Telly. Gilles Petitet, c'est toi le directeur technique du projet Telly, donc je pense que tu es la personne la mieux placée pour nous expliquer qu'est-ce qu'il va y avoir à la fin. On veut en savoir davantage. Il va y avoir un objet qui va être un train nouveau avec à peu près 80 places assises qui pourra aller à 120 km/h et avoir 200 km d'autonomie sur batterie. Il y aura une nouvelle signalisation qui permettra d'avoir plus de fréquences. Ce qui est innovant parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on n'est pas sur une ligne électrifiée, il y a des enjeux de distance et d'autonomie. En fait, on va remplacer un train qui est à diesel, donc qui n'a pas besoin de rechargement. Donc tout et qui pollue. Et qui pollue, accessoirement. Et en tout cas, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un train qui soit pensé pour qu'on puisse le remplacer avec le moins d'impact possible sur l'infrastructure. Parce qu'il ne s'agit pas non plus d'électrifier les 9000 km de lignes qui ne le sont pas. Là, aujourd'hui, vous ciblez 9000 km de lignes avec donc des fréquences, beaucoup de fréquences, 80 places assises, 120 km/h, c'est ça. Et donc un confort, j'allais dire. Enfin voilà, les passagers sont bien. Passagers sont bien. Le train est accessible à tous aussi, puisqu'on va avoir un train qui va monter, descendre et avoir une rampe d'accès. Donc s'adapter aux personnes en situation de handicap notamment. Oui, mais à tout le monde en fait, ça concerne tout le monde. Oui, bien sûr. Parce que quand on a des gros bagages, quand on a avec une poussette, etc., on est aussi intéressé par faciliter l'accès, effectivement. Et un consortium pour ce type de projet, c'est la bonne porte d'entrée. Oui, c'est juste essentiel, parce qu'on ne peut pas tout seul, même si on est SNCF, piloter tout un tas de développements qui seront derrière industrialisés. Ouais. Axel de Galambert, seul, comment on dit ? On dit seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin, c'est ça ? Ah oui, tout à fait. Pour nous, c'était tout à fait inimaginable de développer les organes innovants qu'on a pu mettre au point sans une équipe de choc comme le consortium Telly, fait de 11 membres, tous portés vers cet objectif de décarboner et de trouver le train régional du futur. Que fait Texelis, par exemple, dans ce consortium ? Nous, Texelis, dans ce consortium, nous sommes en charge de la plateforme de mobilité, c'est-à-dire nous avons développé un essieu intelligent fait de 2 roues motorisées indépendantes qui permettent d'avoir une liaison au sol, une mobilité beaucoup plus efficace avec un gain en termes de poids jusqu'à 30% et de sauver sur l'usure des rails et sur la maintenance. Et donc, on aura jusqu'à 50% d'économie sur l'usure de la voie. Et puis, ça donne un confort passager bien supérieur. Gilles Petitet, tu es directeur technique du projet Telly. Ça veut dire que tu es directement affecté là pour le coup au consortium. Tu n'es pas un des membres qui participent. C'est vraiment, tu es en support direct. Oui, en fait, j'assure la coordination entre les différentes tâches pour qu'il y ait une certaine harmonie dans les développements. Enfin, j'ai l'habitude de dire de faire en sorte que le tout soit plus que la somme des parties. Ça veut dire 3 plus 3 égale 7, quoi. C'est ça, c'est l'objectif, ouais. Très clair. Juste pour qu'on puisse se projeter, donc là, 11 acteurs qui sont sur ce consortium. Ça a été démarré en septembre 2022. L'atterrissage est prévu pour ? Alors, pour le consortium, c'est 2026.
Par contre, on espère bien que l'aventure va se poursuivre et que les développements débouchent sur une industrialisation avec des vrais trains sur les petites lignes. Donc là, c'est une forme d'expérimentation qui pourrait passer à l'échelle, c'est ça le... Alors, pas tout à fait, c'est plus du développement. On fait de l'innovation, donc il faut qu'on trouve des solutions de rupture par rapport à ce qu'on avait jusqu'à présent et qu'on valide ces innovations et qu'à la fin, on arrive à constituer un train ou un système dans son ensemble qui sera après acheté par les régions. Et si les régions l'achètent, les administrés vont avoir quoi de plus ? Qu'est-ce que ça va vraiment apporter in fine ? Alors déjà, on espère qu'il y aura beaucoup plus de fréquences, parce qu'aujourd'hui, s'il y a un problème de mobilité, c'est parce qu'il n'y a pas assez de trains sur les territoires, dans les territoires, sur ces petites lignes. Donc ce qu'on voudrait, c'est que ce nouveau système amène un choc d'offres. Donc beaucoup plus de fréquences. On croit que pour remettre le ferroviaire au cœur des mobilités du quotidien, il faut que ce soit une fréquence de l'ordre de 15 à 30 minutes. Voilà, donc ça, c'est extrêmement important. Et il y a aussi un enjeu important sur la liaison au sol qui est améliorer l'accessibilité des voyageurs. Décarboner aussi, c'est extrêmement important, puisque l'objectif de l'entreprise et de manière générale de notre société, c'est de décarboner la mobilité. Donc il faut que ce soit un train non diesel, comme aujourd'hui le train qui effectue les missions sur ces petites lignes. Axel de Galambert, tu es directeur commercial transport chez Texelis. Comment s'est pris la décision et pourquoi rejoindre ce type d'initiative, un consortium de cette taille sur plusieurs années pour innover ? Alors en fait, la décision s'est prise assez naturellement de rejoindre un consortium aussi innovant. C'est Ralenium qui nous a permis de monter à bord de ce train, si je puis dire. On avait vraiment envie de trouver un relais de croissance. Nous, on était plutôt axés sur les métros, les tramways, et on voulait absolument monter sur les trains régionaux. Et effectivement, Ralenium nous a permis, avec la SNCF, d'aller sur ce projet qui a l'avantage d'être supporté par l'ADEME, et donc d'avoir une orientation très innovante sur l'écologie, avec des objectifs très concrets pour décarboner. Axel de Galambert, tu disais à l'instant un relais de croissance. Ça veut dire que le consortium, c'est bien sûr une innovation, j'allais dire quasiment sociétale, in fine. En tout cas, ça peut apporter des solutions à l'échelle de la société. Mais c'est aussi une solution pour les entreprises qui vont le rejoindre, c'est-à-dire trouver des nouveaux business, des nouveaux paliers, des nouveaux leviers surtout de développement, en fait. Complètement, parce qu'on se challenge pour aller dans des métiers qu'on ne connaissait pas forcément. Enfin, c'est ça. Dans des métiers qu'on connaissait, mais on va plus loin. L'avantage là dans ce projet TELI, c'est qu'on a des financements qui nous poussent à faire de la recherche et développement et à trouver des innovations de rupture. On renverse la table, vraiment, on supprime le bogie sur un train, c'est quelque chose. Donc on a la possibilité de faire quelque chose qui ne s'est jamais fait. Comment est-ce qu'on met en place un consortium avec 11 acteurs qui vont travailler sur plusieurs années pour innover, espérer après une commercialisation ? Gilles Petitet, toi qui es directeur technique de ce projet, raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Déjà, c'est un travail au long cours. En fait, l'histoire, elle a commencé dès début 2020. Mon poste a commencé quasiment le jour où on a tous été confinés. Essayer de trouver quel était le périmètre du projet, quelles étaient les lignes concernées, quels étaient les territoires concernés. Faire aussi un peu d'histoire derrière, savoir comment autrefois ces lignes étaient traitées, comment elles étaient exploitées, quelles étaient les solutions actuelles à disposition et quels étaient aussi les développements en cours. Voilà, donc ça, c'est un premier aspect vraiment de préparation. Et puis après, effectivement, il y a une recherche d'industriels. C'est une équipe. Voilà. Il faut essayer de trouver quelque chose, on est 11, une complémentarité entre tous les membres de cette équipe. D'imaginer que ça va marcher ensemble. Il ne s'agit pas d'avoir juste quelqu'un de très fort dans un domaine, mais voir comment un peu il va y avoir un jeu collectif qui va pouvoir se mettre en place. Qui choisit les membres de l'équipe ? Comment ils sont choisis alors ? Oui, alors c'est SNCF qui est à l'initiative de la construction du consortium. Alors déjà, on contacte tout un panel d'industriels qu'on connaît. On leur explique qu'est-ce qu'on veut faire. On leur explique quelle est notre ambition. Et il faut forcément au départ que ces industriels ou que ces partenaires qui peuvent ne pas être des industriels, d'ailleurs des collectivités locales, puisqu'on a Région Nouvelle-Aquitaine ou des centres de recherche, adhèrent à notre ambition. Ça, c'est important. Parce qu'il faut que ce soit fédérateur. Il faut que notre projet, tout le monde soit bien conscient que c'est important de le réaliser et du coup qu'il y ait une vraie adhésion des partenaires.
Donc on voit un peu, on mesure la température de chacun des partenaires, on regarde la complémentarité qu'il peut y avoir, s'il peut y avoir des antagonismes entre industriels, et à partir de là, il y a forcément une petite sélection qui se fait pour constituer ce consortium. C'est intéressant ça, les antagonismes, parce que j'imagine qu'on peut se retrouver dans certains cas de figure avec des concurrents direct ou indirect de Texelis, par exemple, non? Alors, Axel. Pour notre cas, dans le consortium Teli, on n'a pas vraiment de concurrence. On a beaucoup de complémentarité, en revanche. Et c'est vrai que ça nous aide aussi à faire des progrès, parce qu'on doit s'adapter aux desiderata, adapter notre organe ou notre outil aux interfaces de l'autre. Donc il y a beaucoup de communication, beaucoup d'acceptation des besoins de l'autre, qui doit être clé dans la réussite d'un consortium. Mais ce pourrait être bloquant d'avoir un concurrent dans un consortium, parce que parfois il y a besoin de métiers assez proches. Alors je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que ça fait changer de paradigme aussi. Dans le ferroviaire, c'est récurrent d'avoir deux industriels qui ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde et qui sont plutôt l'un contre l'autre, qui travaillent sur un projet de train commun. Ça arrivait dans le passé, par exemple, entre Alstom et Bombardier. Ça arrive en Allemagne, par exemple, entre Stadler et Siemens. C'est des choses qui sont assez récurrentes. Pourquoi ? Parce que c'est des projets lourds qui demandent un investissement très fort, financier et humain. Et parfois, une structure toute seule n'y arrive pas. Donc, c'est bien de mettre le risque sur plusieurs entités. C'est pas la première fois que Texelis participe à un consortium, non ? Non, c'est pas la première fois. De ce que tu en sais, est-ce qu'il y a des similitudes dans la mécanique, la méthode aussi, entre les différents consortiums auxquels vous participez ? Alors oui, il y a des bonnes méthodes. Il y a une recette. On veut savoir. Il faut une ambition forte. Il faut arriver au but. Il faut un leadership. Donc quand même un chef d'orchestre. Je l'ai dit tout à l'heure. On a besoin aussi que chaque entité dédie une équipe qui vraiment s'investisse. On ne peut pas avoir des équipes qui soient juste à 5% ou 10% sur un projet. Il faut vraiment que ça avance en équipe et au même rythme de tous les côtés. Gilles Petitet, tu es le chef d'orchestre technique, toi, du consortium, on peut dire ça ? Oui. Tu es d'accord avec ce que vient de dire Axel ? C'est du rythme, il faut mettre du rythme. Ça paraît long, 4 ans, mais pour faire tout un tas d'innovations comme l'ambition de le faire, le projet, c'est court. Voilà. Il faut mettre du rythme, il faut instaurer un climat de confiance aussi. Il faut qu'on ose communiquer entre nous, qu'on ose se dire les choses vraies, même si c'est pas agréable à entendre. Enfin, il faut quand même bien l'admettre. On n'a pas que des choses où on est d'accord. Des fois, on n'est pas forcément d'accord. Et donc ça, on arrive à se le dire. Voilà, oui, effectivement, ce sont les éléments clés pour le succès. Enfin, en tout cas, je l'espère. Axel, tu voulais réagir ? Oui, je rajouterais un autre élément très important, c'est la transparence. On a souvent, comme ce sont des consortiums de recherche et développement pour créer des innovations de rupture, il est très important qu'on travaille en toute transparence et que tout ce qu'on arrive à créer, les résultats qu'on a, on les partage et on les partage en transparence. Pas de secret industriel, donc là. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr des clauses qui font que... Non, mais dans ce qui est produit dans le cadre du consortium, ça, il faut que... Mais on doit partager nos innovations qui sont dans le cadre du consortium pour avancer ensemble. C'est très important. Et comme le disait Gilles, transparent aussi dans l'appréciation peut-être de la façon dont se passe telle étape, d'une frustration, d'une incompréhension. Aussi, quand on arrive sur un mur, il faut le dire. Il faut avoir le courage de dire on s'est trompé, on recommence, on va sur une autre solution. Ça, c'est vraiment une difficulté, en fait, le renoncement. Parce que des fois, on veut tellement que ça marche qu'on s'obstine dans une direction. Donc, il faut à un moment donné avoir la lucidité de dire non, ça marche pas, on fait fausse route et de revenir en arrière. Et ça, c'est pas forcément facile quand on est très impliqué dans un projet. Stéphane Lefranc vient de nous rejoindre. Bonjour Stéphane. Bonjour. Tu es directeur Sustainability Services pour le groupe Capgemini en France et en Europe du Sud. Qu'est-ce que tu retiens alors toi de ce projet Teli ? Alors déjà, ce qu'on entend, c'est qu'il y a un triple bénéfice. On a parlé du social. 2,5 millions de Français qui vivent à moins de 10 minutes d'une gare, dite secondaire, et qui pourra demain utiliser cette nouvelle offre. Et donc ça, c'est évidemment une alternative à des mobilités plus carbonées. Deuxièmement, la dimension écologique, elle a été mise en avant et c'est évidemment un des enjeux majeurs de la SNCF.
Et puis, troisièmement, un enjeu aussi économique, puisque là, on est sur des projets qui sont avec des mises en exploitation moins onéreuses, donc des gains de coûts d'exploitation et peut-être demain un billet moins cher pour les utilisateurs. Et en fait, on voit que cette approche, en fait, elle est fondamentalement innovante. Du train léger, alors que la SNCF a plutôt l'habitude de faire du train lourd, suppression des bogies, comme on l'a dit tout à l'heure, propulsion par batterie dans les zones non électrifiées, en alternative au diesel, etc., etc. Et donc, ce qui me frappe, là, c'est que c'est bien un double changement de paradigme qui permet d'être fondamentalement innovant. Le scope 3, on en a parlé en introduction, et puis ces approches systémiques, multidisciplinaires, telles qu'on vient de les évoquer. Tu mentionnes la prise en compte du scope 3. Pourquoi engager toute une chaîne de valeur pour réduire l'empreinte carbone ? En fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, Valère, là, on va s'intéresser à l'empreinte carbone de l'ensemble de la chaîne verticalement, c'est-à-dire du premier fournisseur jusqu'à l'utilisateur final. Donc, de la conception du produit jusqu'à son recyclage. La véritable empreinte carbone. Exactement, la véritable empreinte carbone. Et là, en fait, quand on commence à regarder avec ce tropisme-là, on peut envisager les choses de manière extrêmement différente. Et en fait, on va avoir l'ensemble d'une chaîne qui va se mobiliser pour atteindre quelque chose de totalement nouveau et différent. Et ça, c'est un vrai facteur d'orientation et d'innovation qui permet à des projets de ce type-là d'aboutir. Stéphane, pour ces enjeux transverses qu'impose la réduction du scope 3, quels sont les bénéfices finalement de cette transversalité ? On l'a dit, bien sûr, l'innovation, ça c'est très clair, et la possibilité en fait de travailler conjointement. Historiquement, les entreprises se sentaient peut-être plutôt en concurrence, donc elles poussaient plutôt des produits quant à leur propre savoir-faire, et donc forcément elles n'allaient pas au-delà de leur capacité. Grâce à ces approches en consortium, 11, on l'a dit ici, et finalement les limites sont quasi infinies, si je puis dire, puisque tout le monde va venir apporter un regard différent, une approche différente, et on va pouvoir vraiment construire des choses qui sont décalées, avec une offre qui est complètement nouvelle. Oui, tout à l'heure, je disais, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. J'étais en train de me dire aussi, l'union fait la force, et notamment si on veut gérer l'entièreté des émissions d'un projet, le consortium fait, et le bon et la bonne porte d'entrée. Absolument. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui des approches avec des écosystèmes beaucoup plus ouverts et des approches de consortium qui effectivement permettent de proposer un nouveau stade dans les offres qui sont faites aux utilisateurs finaux et aux citoyens. Merci beaucoup Stéphane Lefranc. Du coup, tu restes avec nous. Comme ça, tu pourras m'aider à poser de bonnes questions si certaines te paraissent utiles. J'avais une question te concernant avec celle de Galambert. Finalement, le scope 3 s'est invité dans la chasse aux émissions de gaz à effet de serre, et c'est tant mieux, mais enfin, ça change pas mal de choses. Alors oui, je ne te cache pas que pour nous, ETI 350 personnes, aller dans le scope 3, c'est un peu comme si avant on était face à un iceberg, on voyait que le haut, et maintenant on va sous mer et on voit tout ce qu'il y a en dessous. Donc on est vraiment en train de mettre ça en place, et on arrive, c'est-à-dire qu'avant on avait nos émissions directes, maintenant il faut qu'on traque tous les problèmes de logistique, de ressources en matières premières, de transport, d'origine des matériaux. Et donc, on doit faire des audits, on doit se challenger, on doit aller au fond des choses à tous les niveaux, pas qu'au niveau industriel propre, mais vraiment, ça implique la supply chain, ça implique les achats, ça implique énormément de départements chez nous. On va davantage sur le terrain, finalement, en changeant de paradigme. Au fond des choses, en fait. On va au fond des choses, oui, on creuse plus. C'est-à-dire que maintenant qu'on voit l'iceberg dans son entièreté, on se dit qu'on a encore beaucoup de boulot. Oui, je comprends. C'est ça, Stéphane. Pour appuyer ce qui vient d'être dit, on a fait une enquête auprès de 2700 cadres dirigeants dans le monde entier. 73% d'entre eux disent que la réglementation, notamment l'application du scope 3, pousse tout le monde justement dans ce regard différent, plus écologique, et permet d'aller créer de la véritable innovation en profondeur, telle que tu viens de le dire. Presque anti-greenwashing, si j'ose dire quand même. On va au fond des choses, parce que le scope 3, c'est aussi de prendre en compte toute la chaîne de valeur et donc toutes les émissions de gaz à effet de serre. On ne peut pas rester que sur le haut de l'iceberg. Tout à fait. On est d'accord là-dessus. Gilles, une petite question quand même pour Telly. Ce n'est pas seulement un consortium technique. Vous intégrez aussi les sciences sociales dans les réflexions avec des géographes, des sociologues. Pourquoi est-ce que c'est important, cette pluridisciplinarité ?
Déjà, parce que ça permet de faire émerger des innovations qu'on n'aurait pas évaluées tout seul. Enfin, voilà, c'est parce qu'on a un échange qui est riche qu'on peut faire émerger des nouvelles idées. Et puis, la mobilité, c'est pas juste une affaire de technique. On a besoin de fournir des services et que ce soit réellement utile aux gens. Donc la technique doit être au service de la mobilité. Et c'est pas l'inverse. On n'a pas des technologies qu'on essaye de pousser pour que, éventuellement, ça ait un usage. Faut pas se déconnecter de la finalité. Non, faut vraiment qu'on ait ce lien avec les vrais besoins des territoires. Et je pense qu'on a besoin d'être accompagné par les chercheurs en la matière. Qu'est-ce que vous avez là au programme alors pour Telly en 2025 ? Alors en 2025 va être particulièrement important. Là, c'est vraiment un moment important du projet. Déjà, on va avoir en mars un showroom qui va être dévoilé à Saintes avec les innovations essentielles. Donc on va montrer un peu toute la valeur. Faut pas se rater là. Ah non, faut pas se rater. Là, c'est un peu la démonstration de la qualité de notre travail. Un élément de persuasion auprès des régions qui seront décideurs pour des commandes. D'ailleurs, en la matière, on attend également des lettres d'intention des régions qui nous disent « Bon, ok, votre projet nous intéresse », voire plus loin, potentiellement un mandat pour pouvoir piloter un appel d'offres pour l'acquisition de matériel. Donc là, on va commencer à rentrer dans le dur de la commercialisation, la pré-commercialisation, on peut dire. Oui, si on veut. Alors, disons qu'on avait une phase de développement technique, d'innovation. Maintenant, il faut transformer ça d'un point de vue industriel. Voilà, il faut des commandes pour aller véritablement avoir en 2032, à cette échéance-là, des trains sur les voies. Quel va être votre rôle de ton côté, Axel de Galambert, là, alors en 2025 ? Ça change, justement, les choses évoluent ? Alors, nous, déjà, on a des étapes clés au niveau du consortium à atteindre en 2025. Effectivement, comme Gilles l'a dit, on a ce showroom à Saintes que j'invite nos auditeurs à aller visiter dès qu'ils le peuvent, à partir de mars. On a l'ambition en 2025 de convaincre nos clients qui sont les régions, d'avoir avec elles un vrai échange en les rassurant sur le fait que notre train n'est pas seulement un concept, mais vraiment un train qui va circuler et qui va apporter un vrai plus dans leur utilisation, que ce soit en termes d'économie, en termes d'écologie et en termes de services pour réorganiser et remettre à niveau les petites gares dans les dessertes fines du territoire. Donc notre but, c'est vraiment que les régions mordent à l'hameçon et si je puis dire viennent à bord du Telly et puis soit avec leur lettre d'intention pour venir sur ce train. Bon, en tout cas, ça donne envie de rentrer dans ce train. Merci à vous trois, en tout cas, pour votre participation, vos réponses directes. C'était hyper clair. Rendez-vous donc en mars pour le showroom. Et je rappelle que Gilles Petitet, donc tu es directeur technique de ce projet, Telly, au sein du groupe SNCF. Axel de Galambert, directeur commercial transport chez Texelis. Et puis Stéphane Lefranc, merci pour cet éclairage. Tu es directeur Sustainability Services pour le groupe Capgemini en France, en Europe du Sud également. Merci à vous trois pour votre participation. Si vous appréciez l'émission, pensez à vous abonner, laissez aussi des étoiles sur vos plateformes de streaming préférées, partagez aussi cet épisode inspirant avec votre entourage. À très bientôt en tout cas pour un nouveau numéro d'Objectifs Durables, le podcast de Capgemini qui part à la rencontre de celles et ceux qui agissent en faveur d'un avenir plus durable.